Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Autour de la table, Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Pierre. Chroniqueur politique, communicant. Bonsoir Victor Hérault. Bonsoir Pierre. Journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir Christian Saint-Etienne. Bonsoir. Merci d'être avec nous, économiste, analyste politique, professeur émérite à la chaire d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers. Christian Saint-Etienne, on vous invite périodiquement, un peu comme un baromètre. C'est une grande chance pour nous de vous avoir encore ce soir, pour savoir où on en est dans cette adoption du budget qui traîne, qui ressemble soit à un vaudeville, soit à un mauvais thriller, où finalement, petit à petit, on augmente les amendements, puis finalement tout est annulé quand ça arrive au Sénat, puis il y a finalement 3 options pour le gouvernement si jamais il n'y a pas de budget au 31 décembre prochain. Il y a le 49.3, même si le Premier ministre s'est engagé à ne pas le faire, mais rien ne l'empêche constitutionnellement de le faire. Il y a les ordonnances, il y a une loi spéciale qui reviendrait à avoir le même budget pour cette année, sachant que le budget de cette année c'est déjà celui de l'an dernier. Comment est-ce que vous voyez tout ça, Christian Saint-Etienne ? Alors, il y a quelque chose d'intéressant aujourd'hui, même indépendamment de ce qu'on pense du personnage, c'est quand François Hollande dit qu'il ne faut pas renoncer au 49.3. Je pense que c'est très important. Il se souvient probablement qu'il a été président de la République et que la France a besoin d'un budget. Donc, il est aujourd'hui député socialiste. On peut supposer qu'il peut emmener quelques voix socialistes autour de lui. Alors, le point fondamental, c'est que procéder à l'élection, au fait de faire passer le budget par une loi spéciale, ça serait catastrophique. Pourquoi ? Parce que même si on peut critiquer indéfiniment le budget, il y a des mesures qui sont utiles, notamment l'augmentation du budget de la défense de 6,7 milliards qui passerait à l'as. La France a déjà pris beaucoup de retard dans la reconstitution de ses capacités militaires. Qu'on soit de gauche ou de droite, ça n'a aucune importance dans ce contexte. Si on est français et qu'on aime la France, il faut que ça passe. Sinon, il y a un risque pour la nation dans un contexte extrêmement complexe. Je ne pense pas seulement d'ailleurs à la Russie, je pense aussi à l'Allemagne. Alors, on est aveugle aujourd'hui en France sur ce que fait l'Allemagne. L'Allemagne s'est donné pour objectif de redevenir, en dehors du nucléaire, mais elle a tous les moyens un jour de redevenir une puissance nucléaire. L'Allemagne s'est donné pour objectif de devenir la première puissance militaire d'Europe. C'est un objectif qui avait déjà été fixé par Scholz dans une conférence qu'il avait donnée en septembre 2023 devant l'école de formation des officiers allemands. Et cet objectif est repris par Merz. Donc l'Allemagne va dépenser massivement sur le plan militaire. Mais l'Allemagne est en train, en ce moment même, dans le cadre de la négociation du budget de l'ESA pour les 3 prochaines années, de mettre la France de côté. L'Allemagne veut également devenir la première puissance spatiale de l'Europe. Donc l'Allemagne... Vous voulez dire que l'Allemagne, c'est que ma gueule. C'est-à-dire que c'est un partenaire européen. On dit souvent d'ailleurs qu'il y a il y a un couple franco-allemand. Oui, qui n'existe... Alors vous savez que ce couple n'existe qu'en France. Hein. Oui. L'expression n'existe pas en Allemagne. Non. Donc tout est à sens unique en fait. Et la France se contraint... Mais alors pourquoi est-ce qu'on se rattache à l'Allemagne en disant, regardez, la moitié pas des économistes, mais des chefs d'entreprise, certains économistes aussi le disent, en disant, regardez l'Allemagne, regardez l'Allemagne, regardez l'Allemagne, on doit faire comme eux. Oui, alors je pense que sur la reconstitution de nos capacités industrielles, on aurait intérêt à suivre et à émuler l'Allemagne, mais sur les questions de politique macroéconomique et macro-géopolitique, je pense qu'il faut faire attention. Pourquoi ? D'abord, nous payons aujourd'hui, il faut le dire, parce que on est tous submergés d'informations et pour ceux qui il y en a beaucoup, hein. Et pour ceux qui ont plus de 18 ans, ça fait 20 ans qu'on nous dit que tout va bien. Mais en fait, quand la France se désindustrialise, quand elle accumule les déficits, la conséquence, c'est qu'il y a une dizaine d'années, le leadership politique en Europe est passé à l'Allemagne. Alors la France a beaucoup de défauts. Il faut toujours rappeler que c'est elle qui a construit l'Europe.
c'est d'ailleurs admirable ce qui s'est passé en 1950, de tendre la main à l'Allemagne nazie, qui était sortie du nazisme, mais il y a eu un procès à Nuremberg, qui avait quand même une clarification. qui portait l'héritage. Mais ensuite, la France a exercé une sorte de leadership stratégique en Europe. Alors, ce qu'on appelait le modèle franco-allemand, c'est que l'Allemagne revoyait nos propositions. Alors, les propositions françaises étaient parfois fumeuses, parfois à long terme. Donc, les Allemands, avec une BMW, démontaient la voiture. Et une fois qu'ils l'avaient remontée et que les Allemands disaient la proposition française est bonne, à ce moment-là, il n'y avait aucune raison que les Italiens, les Espagnols et les autres disent non. Donc c'était ça le moteur franco-allemand. Mais aujourd'hui, la France est épuisée, elle ne propose plus rien, elle est rabougrie sur elle-même, elle doute de sa propre identité. Les Allemands ont pris le leadership en Europe il y a 10 ans. Donc on peut considérer que de 1960 à 2015, la France a exercé une sorte de leadership moral et stratégique. Et comme je le disais, on a beaucoup de défauts, mais on a quelques qualités. Il faut s'en servir. Outre le fait qu'on avait initié le mouvement européen, c'est que la France a mené une politique européenne en Europe, quand elle avait une position de leader. Alors, le basculement de la puissance en Europe de la France à l'Allemagne n'est pas seulement un basculement d'un pays à l'autre, c'est qu'on a basculé d'une politique européenne en Europe menée par la France à une politique allemande menée en Europe. Donc les Allemands défendent... Et c'est ce que fait Ursula von der Leyen encore au sein de la Commission. Donc les Allemands défendent leurs intérêts. Effectivement, par ailleurs, la France étant très légère... n'occupe pas les postes principaux à la Commission européenne. Donc l'Allemagne a donné l'ordre, c'est comme ça in fine on peut l'interpréter, dans la négociation avec Trump, l'Allemagne a donné l'ordre à von der Leyen de succomber aux approches de Trump et d'accepter la hausse des droits de douane de 15%, de manière générale sur l'ensemble des produits. Pourquoi ? Parce que les Allemands avaient une seule boussole, c'est de pouvoir exporter encore plus de 30 milliards de dollars de voitures aux États-Unis. Et ils ne voulaient pas qu'on maintienne 25% sur les voitures exportées aux États-Unis. Donc ils étaient prêts à accepter 15% sur tout, alors qu'on aurait pu avoir une alternative de taux plus basse. On s'est un peu éloigné du budget de la France, mais j'imagine y revenir. Non, mais on ne s'est pas éloigné, puisque ce qu'on disait, c'est que l'Allemagne donc, a imposé son choix sur la politique commerciale. Elle est en train d'imposer ses choix sur la politique spatiale. Et nous sommes devenus suiveurs. Nous avons abandonné notre désir de puissance et la puissance avec. Nous avons un affaiblissement terrible sur le plan des finances publiques. Donc, c'est pour ça que je disais en introduction, il est absolument vital que le budget ressemble autant que possible au budget initial déposé au mois de septembre ou début octobre, parce que justement, ce budget comprend la hausse des crédits de près de 7 milliards à la défense. Il y a d'autres éléments qui sont... Alors attendez, parce qu'il y a des questions ici pour vous, notamment de Jean-Michel Salvatore. Moi, je voudrais vous interroger sur la réaction des marchés, parce qu'on a très bien vu que lorsque la réforme des retraites a été ajournée, les agences de notation ont immédiatement sanctionné cette décision. Les marchés, comment voient-ils ce qui se passe en France et le déroulement de la discussion budgétaire ? Est-ce qu'ils jugent à la fin de la discussion, ou est-ce qu'ils sont également sensibles à ce à quoi on a assisté, c'est-à-dire à la fois la foire fiscale et puis un concours de démagogie incroyable ? Alors, je pense que la plupart de mes camarades économistes vous répondraient que ce qui compte, c'est le résultat final. Moi, je diffère. Je pense que l'impact de la foire fiscale est durable et puissant. C'est-à-dire que toute l'Europe a assisté à un concert de propositions de fiscalisation. Et il faut comprendre la nature de l'exercice. Alors même si je ne me fais pas de copains... Au fond, il faut analyser la composition de l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, les fonctionnaires en France représentent 20% de la population active. À l'Assemblée nationale, c'est le double.
Donc on a une Assemblée nationale dans laquelle les fonctionnaires jouent un rôle décisif. J'ai rien contre les fonctionnaires, simplement je suis moi-même un ex-fonctionnaire, à la fois fonctionnaire international et fonctionnaire français, donc j'ai rien contre les fonctionnaires. Simplement, décider de la fiscalité de la production quand on est fonctionnaire, ça pose un certain nombre de problèmes déontologiques et intellectuels. On ajoute à cela qu'une autre partie très significative, de l'ordre d'un quart des députés, sont en fait des anciens attachés parlementaires qui ont repris le poste de leur député quand il est parti à la retraite. Donc sur les 577 députés, vous avez moins d'une centaine de personnes qui travaillent dans la production marchande ou qui ont travaillé dans la production marchande. Et ce sont donc des gens qui n'ont jamais contribué à la production marchande ou à la création de savoir dans les nouvelles technologies, qui décident de la façon dont on doit taxer la production avec un discours anti-riche qui est en fait, in fine, un discours anti-entrepreneur, anti-prise de risque. Et donc, cette médiocrisation du personnel politique qui a conduit une foire fiscale destructrice, médiocrisante, c'est ça que les grands observateurs et les grands investisseurs internationaux vont retenir de cet exercice. Alors déjà, très courte parenthèse, mais sur le couple franco-allemand qu'on évoquait tout à l'heure, vous savez que j'aime bien cette phrase, Pierre, celle d'Oscar Wilde, être en couple, c'est ne faire qu'un, oui, mais lequel? Elle illustre exactement la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Maintenant, sur le budget français, j'aimerais vous demander, on comprend que la hausse de la fiscalité, ça suffit, les recettes, ça suffit, il faut arrêter d'augmenter tout ça, donc il faut donc taper dans les dépenses. J'ai envie de vous demander très précisément, où est-ce qu'on coupe? Alors, Christian Saint-Etienne, la dépense publique en France est supérieure de 9 points de PIB à la moyenne de la dépense publique de la zone euro hors France. Parce qu'on compare toujours à la moyenne de la zone euro, mais la France étant très au-dessus des autres, monte beaucoup la moyenne. Voilà. Donc il faut se comparer à la zone euro hors France. Donc on a 9 points de plus, dont 6 points au titre de la protection sociale, dont 3 points au titre des seules retraites. Voilà. Donc il y a une vraie question. Là aussi, je ne suis pas contre verser des retraites. La question, c'est que les Français ne le savent pas forcément, mais la durée de vie à la retraite, le temps passé à la retraite en France, est de 4 années supérieur à la moyenne de l'OCDE. Donc, effectivement, si on veut éviter de transférer aux générations futures les dettes provoquées par la protection sociale, il faut prendre en compte ce vieillissement et cette durée de temps passé à la retraite. Moi, je pense que la seule solution, j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que j'ai été à une époque proche de Raymond Barre, j'ai vu tous les rapports sur, tous les 5 ans, il y a un rapport sur comment on rétablit les équilibres des finances publiques. Ça ne fonctionne pas. Je pense que la seule solution, c'est une règle d'or constitutionnelle qui interdise le déficit de la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est 60% de la dépense publique. Voilà. Il faut interdire le déficit de la sécurité sociale. Alors les gens vont dire pourquoi la sécurité sociale? Parce que l'essentiel de la dépense de sécurité sociale, elle est au bénéfice des gens d'aujourd'hui. C'est essentiellement une dépense de fonctionnement et de consommation. Donc renvoyer les déficits d'un budget de fonctionnement et de consommation au remboursement par les générations futures, c'est de la folie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des grands-pères et des grands-mères qui dépensent, et c'est normal, à l'hôpital, des sommes considérables, et ça sera remboursé par leurs petits-enfants dans 20 ans. Ça n'a pas de sens. Les petits-enfants, on leur fait des cadeaux de Noël, donc dans leur esprit, tout va bien, alors qu'en fait, tout va mal. Merci beaucoup, Christian Saint-Etienne, d'être venu sur Europe 1. Vous aurez bien sûr l'occasion de revenir, nous remonter le moral, comme vous le faites si bien. Encore ce soir.